C'est-à-dire que quand il pousse une porte d'un restaurant, il suffit qu'il voit halal et il rentre. Cette erreur-là, c'est une erreur que beaucoup de musulmans font et c'est pour ça que j'ai voulu intervenir aujourd'hui, tout simplement pour vous expliquer qu'est-ce que le halal, pourquoi Rabbil Alamin, Allah, il nous a demandé de manger halal. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est parce que ça a un impact sur ta vie, ta santé, ta vie spirituelle, la vie familiale. Dans les études qu'on a, la bête souffre avec les trois causes. Le bovin, la vache ou le bœuf souffre quand on lui fracasse le crâne avec le matador. Qu'est-ce que le matador? Sur les tempes et on lui brûle le cerveau. D'accord. Ça fait contact, ça brûle le cerveau. Quand tu arrives à l'abattage, ça sent le brûler. T'as l'impression qu'il y a eu un incendie. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, podcast très particulier puisqu'on va parler d'un sujet très technique, le halal. Et aujourd'hui, j'ai l'immense chance d'être avec Adel, qui est un certificateur professionnel, qui va nous expliquer son parcours et répondre aux questions que l'on se pose tous. Mais avant, j'aimerais vous redonner un petit peu le contexte de pourquoi j'ai voulu tourner ce podcast. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai tourné en fait récemment une vidéo chez Popeyes parce qu'ils ont décidé de passer leur gamme de poulet en halal. Et j'ai communiqué là-dessus en mentionnant qu'ils gardaient le bacon de porc. Et ça a été assez mal pris par une partie de la communauté et je l'ai compris en fait après coup. Et la vérité, vous avez raison à 100%. Et si j'ai déçu quiconque, je tiens sincèrement à m'en excuser. Et aujourd'hui, justement, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce podcast. C'est pour que mon erreur puisse servir aux autres et à travers justement les réponses que Adel va pouvoir nous apporter. Alors, dans un premier temps, justement, Adel, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Salam alaikum. Donc, je suis Adel Aïdoudi. Mon expérience ou mon parcours, c'est plus de 25 années dans le monde de la certification, dont la numéro 1, on va le dire, c'est AVS. D'accord. Donc, j'ai commencé, j'ai fait toutes mes classes chez AVS, du début à la fin, du petit poste. Je suis rentré en tant que sacrificateur. Et je suis sorti il y a 2 ans et demi maintenant. J'étais gérant manager général de la société AVS Pologne. Donc c'est moi qui gérais, c'est moi qui l'a créé et qui gérait cette société. Donc je m'occupais de tous les pays de l'Est au nom d'AVS. C'était la Pologne, la Roumanie essentiellement. Il y avait la Hongrie, mais c'était un autre collègue qui s'en occupait. Et j'avais à peu près 30 personnes à gérer toutes les semaines. Donc voilà mon expérience en tant que certificateur. Et ensuite, je suis aussi fondateur de plusieurs certifications avec d'autres personnes, dont la dernière, qui est Tasmia. C'est celle que je gère aujourd'hui, qui a été créée en 2012 avec son président, M. Youssouf. Et jusqu'à aujourd'hui, ça marche bien. Et puis, on est en relation aujourd'hui avec des franchisés. Donc, on est vraiment dans une autre optique par rapport à mon métier que j'avais chez AVS. Qui est plus aussi développeur réseau, faire du sourcing et faciliter aux partenaires l'accès aux pays de l'Est, qui est une chose qui est très difficile aujourd'hui. Donc voilà mon parcours. Ce que je voulais dire, c'est que Farid, je ne te connais pas. Je te confirme. Tu confirmes. On a eu quelques conversations au téléphone. On s'est appelé, on s'est jugé, on s'est jaugé et j'ai accepté d'intervenir. Parce que je pense que tu es une personne honnête et qu'il y a une bonne volonté de ta part et que c'est vraiment une erreur que tu as faite. Pour moi, cette erreur, c'est pas ton erreur, d'accord? C'est une erreur que le consommateur en général musulman fait. C'est-à-dire que quand il pousse une porte d'un restaurant, il suffit qu'il voit halal et il rentre. Donc, cette erreur-là, c'est une erreur que beaucoup de musulmans font. Et c'est pour ça que j'ai voulu intervenir aujourd'hui, tout simplement pour vous expliquer qu'est-ce que le halal, pourquoi ce halal-là, il est biaisé, et pourquoi il faut revenir au halal véridique. Par mon parcours, par les process que je développe ou qu'on a développé pendant 25 ans dans les usines, parce qu'on travaille dans des usines, on travaille dans des abattoirs, dans le monde entier. Donc cette expérience-là, j'essaie de vous la faire profiter pour que vous compreniez justement le pourquoi de votre erreur. Toi en tant que Farid et les consommateurs musulmans en tant que communauté. Donc le halal, je le définirais sur 2 points, d'accord? L'aspect technique et l'aspect spirituel. Donc je te disais que le halal, pourquoi le halal? Pourquoi Rabbil Alamin, Allah, il nous a demandé de manger halal? Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est parce que ça a un impact sur ta vie, ta santé, ta vie spirituelle et la vie familiale. Donc quand tu te maries en islam, il faut que ça soit licite, d'accord? Donc il y a un acte notarié, et il y a des conditions, d'accord?
Et nous, en ce qui nous concerne, nous, c'est l'alimentaire. Donc, tu peux tuer une vache, mais elle ne sera pas licite. Il y a des conditions pour tuer la vache pour qu'elle soit licite. Et qui nous a donné ces conditions? C'est le Coran et c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc, ces conditions-là, c'est ce que nous, on applique dans les abattoirs, dans les usines, dans les industries, et qu'on impose en normes chez tous ces gens-là, alors qu'à la base, ils n'étaient pas au courant de ce qu'était l'islam, et en plus, ça les dérange. Parce que on va imposer des normes, des choses sur lesquelles ils n'étaient pas habitués. Et ça alourdit leur process. Donc c'est super intéressant. Et c'est vrai que, en tout cas pour ma part, j'ai jamais vu ces choses-là de ce point de vue-là, quand tu précises que de manger halal, c'est aussi bien pour la partie spirituelle que aussi que pour ta propre santé. C'est clair. Et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens, quand ils mangent halal, c'est pour dire, voilà, j'ai envie d'être droit dans ma religion, C'est ça. je mange halal. Mais du bien-être au niveau de ta santé, de ta propre famille, tout ça, c'est des Ils ne le choses savent pas. qu'on ne sait pas. C'est Exactement. vrai. C'est vrai. Donc en première partie, on a discuté du spirituel. Maintenant, on va dire le comment. Donc le pourquoi, on y a répondu. Le comment, c'est l'aspect technique. D'accord? Le process. Donc on va rentrer dans un abattoir. On va avoir une bête. Est-ce que toutes les bêtes, même si elles sont sacrifiées avec les conditions que l'islam a mis en place, peut être halal? Je te pose la question, est-ce que si tu égorges, sacrifies un cochon, est-ce qu'il sera halal? Bien sûr que non. D'accord. Donc la bête, c'est très important. L'origine de la bête. Donc on va partir sur, par exemple, une vache. D'accord? Une vache, le sacrificateur doit être musulman. On va dire qu'il doit être adulte, même s'il y a un khilaf, il y a une divergence là-dessus. Les malikites acceptent l'enfant pubère qui qui a un discernement entre le bien et le mal. D'accord. Ensuite, il doit être musulman, pratiquant, pratique sa prière, c'est très important. Et ensuite, il doit dire la basmala. Donc, avant de sacrifier la bête, dire Bismillah. Beaucoup diront il faut aussi que la bête soit en direction de la Mecque lorsqu'elle est sacrifiée. Sachez que ça, c'est une sunna, c'est pas une obligation. Pourquoi je dis ça? Parce que on va arriver sur des abattoirs où le piège, c'est là où on serre la bête. Le piège ne tourne pas, donc on ne peut pas la mettre en direction de la Mecque. Première chose. En Espagne, quand on y va, le piège ne tourne pas, donc la bête est debout, elle est sacrifiée debout, d'accord? D'accord. Donc c'est très important. Donc si un musulman qui croit que la qibla a été une obligation, il va dire ta bête elle est haram, alors que c'est pas du tout le cas. Des fois, il y a des pièges qui ne servent pas très bien, et le fait de la tourner, ça va au niveau du bien-être animal, ça va lui faire très très mal. Elle va souffrir, elle va crier, et même pour l'abattre, ça sera très difficile. En général, on la remet debout et puis on la sort. C'est le mieux qu'on puisse faire. Donc voilà le comment. Ensuite, dans les questions qui vont venir, je pense, on pourra développer tous les process qu'il y a dans tous les formes d'abattage, d'accord? Et on rentrera plus en détail là-dessus. Très bien. Bah justement, j'aimerais rebondir sur une question, parce que tu viens de me parler justement du bien-être de l'animal au moment De la saignée? de la saignée. Je sais qu'il y a des personnes Ouais. qui sont contre le halal en raison du bien-être animal et qui pensent justement que de saigner, donc c'est comme ça qu'on dit, hein, de Oui, saigner c'est ça. un animal est plus douloureux et donc il y a plus de souffrance pour l'animal que justement l'électronarcose ou l'assommage, ce genre de choses. J'aimerais bien que tu puisses m'apporter justement des informations là-dessus. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'études. Nous, on a fait des études hein, au niveau de l'ampérage sur l'électronarcose pour voir si on pouvait accepter l'électronarcose pour les dindes, pas pour les poulets, parce que les dindes, c'est beaucoup plus gros. Ils ont un cœur beaucoup plus solide. On a abandonné. C'est pas la peine. On a fait plusieurs tests en France, des vrais tests hein, avec un bureau d'études. C'était une catastrophe. D'accord? Plus de 15% de mortalité. D'accord? Sur des bêtes que l'on voit.
D'accord. qu'on juge et qu'on arrête à chaque fois. Une cadence d'une par minute, par exemple. D'accord? Sachant que dans des abattoirs, c'est 100, 200, 300 par minute. Donc ça va très très vite. On n'a pas le temps. Donc on a abandonné. L'électronarcose n'existe pas. D'accord? Ça, c'est une première chose. La bête souffre. Dans les études qu'on a, la bête souffre avec l'électronarcose. Le bovin, la vache ou le bœuf, souffre quand on lui fracasse le crâne avec le matador. Qu'est-ce que le matador? C'est un pistolet où on met une cartouche, d'accord? C'est c'est un air comprimé. On va appuyer sur la cartouche et il y a une aiguille de 20-30 cm qui va rentrer, casser la boîte crânienne Perforer le. et rentrer dans le crâne, mettre dans le coma la bête parce elle a complètement explosé le cerveau, d'accord? Elle est tendue à mort et quand on la sort, ça bouge plus. C'est très très dur, d'accord? Et ensuite on la suspend. Une fois suspendue, on ouvre les jugulaires pour sortir le sang. Elle souffre. Elle souffre. Moi, l'expérience que j'ai dans les abattoirs, que ce soit pour les bovins, pour les ovins. Les ovins en Angleterre, je ne sais pas si on le fait en France, j'en ai pas vu. Les ovins en Angleterre, c'est à la pince. Donc on attrape l'agneau, on lui met des pinces électriques sur les tympans, d'accord? Donc, non, sur les tempes, excusez-moi, sur les tempes, et on lui brûle le cerveau. D'accord? D'accord. Ça fait contact, ça brûle le cerveau. Quand tu arrives à l'abattage, ça sent le brûler. Tu as l'impression qu'il y a eu un incendie. Et la bête, elle tombe, mais pas, elle tombe pas morte, inerte. Non, non, elle est inconsciente parce que son cerveau, il est cramé. Donc, c'est une catastrophe. Donc, si on compare ça au sacrifice musulman, c'est-à-dire si le couteau est très bien aiguisé et qu'on commence à égorger, et que ça passe parce que c'est un fil, hein. Les juifs aussi font la même chose, d'accord? Elle ne bouge plus, la bête. Elle ne bouge plus. On attend 20 secondes et la langue sort. Une fois que la langue est sortie sur une vache, c'est qu'elle est morte. Tu peux Donc, la du coup, suspendre, tu veux dire que la mort de l'animal est beaucoup plus rapide, bien sûr, justement, bien sûr. avec ces méthodes. En fait, je suis pas en train de dire qu'on est mieux ou on est pire. D'accord? La mort, c'est la mort. Le problème, c'est que ça soit pour ceux qui défendent les animaux, ils défendent la mort ou la mise à mort. D'accord? Mais eux, en fait, ils défendent la vie de l'animal. Oui, bien sûr. À la base, ils sont pas pour la mort, mais ils essayent de, voilà, comme les musulmans abattent beaucoup par rapport, c'est vrai, le marché est énorme, charge à eux de trouver la bonne méthode. S'il y en a une, il n'y a pas de souci. Alors, moi qui suis consommateur de viande halal, j'aurais une question très simple. Lorsqu'on va dans un restaurant, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'une viande est halal? Est-ce qu'un certificat suffit? Et sinon, bah, quel est le cahier des charges? D'accord. Tu manges dans les restaurants, Oui, halal. tout à fait. Donc je te repose la question. Qu'est-ce que tu fais dans le restaurant? Tu demandes ou tu ne demandes pas? Moi, alors je demande si c'est halal. D'accord? Et je vais te dire sincèrement, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font comme ça, mais justement, j'aimerais savoir si c'est une erreur ou pas. Moi, j'ai toujours considéré que lorsqu'on va dans un restaurant, on doit vérifier, demander si c'est halal. Et je fais partie des personnes qui demandent si la viande est halal. Et du moment où le restaurateur me dit oui, c'est halal, à partir de ce moment-là, je mange. Et justement, c'est ça. Est-ce qu'on peut se fier à un restaurateur qui nous dit c'est halal et à partir de ce moment-là, notre responsabilité s'arrête là? Parce qu'on entend souvent, moi j'ai souvent entendu en tout cas, lorsque tu vas dans un restaurant ou une boucherie et que tu demandes si la viande si la viande est halal, du moment où la personne te répond, si ce n'est pas le cas, c'est la responsabilité, en tout cas spirituellement, c'est la responsabilité de la personne qui t'a répondu. Donc j'aimerais justement que tu puisses m'éclairer là-dessus. D'accord. En fait, la règle que tu viens d'émettre, c'est une vraie règle, d'accord? C'est le cas de la responsabilité de celui qui dit que c'est halal. La responsabilité lui revient. Cette règle, elle est applicable. Je parle vraiment en tant que d'expérience, toute mon expérience dans le monde de la certification du halal, d'accord? Elle est applicable dans nos pays, d'accord? Du Maghreb, je sais pas, en Malaisie, où tu veux en fait, d'accord? Des pays musulmans où là tu poseras même pas la question parce que tu sais que c'est des musulmans,
d'accord? Mais dans des pays en Europe, par exemple, où le halal est développé par des Européens, où les restaurants sont tenus par des Européens, même là, je te parle même de Maghrébins, hein, qui ont la mentalité européenne, D'accord. d'accord? Là, il faut fouiller quand même. Il faut poser la question. Tu peux pas te contenter que d'un oui. Cette règle-là, elle n'est pas applicable. Et c'est pour ça que les certifications, ils ont pullulé en France ou en Europe. Parce qu'il y a un créneau, il y a un besoin, et il y a un besoin qui n'est pas encore satisfait. Donc c'est un marché énorme. Là, je parle en tant que marché, d'accord? Mais en tant que au niveau spirituel, c'est la même chose. Ceux qui se sont emparés du marché halal en France, donc je parle de la France parce qu'on est en France et on est français, ce ne sont pas les musulmans. Ce ne sont pas les musulmans qui ont marché. Plus de, je crois, 80% du marché est détenu par par des Français, tout simplement, par des sociétés, on va dire, françaises, qui ont vu dans ce créneau-là un business. Ils le font bien ou ils ne le font pas bien, ça, je ne suis pas là pour juger, d'accord? Mais à charge du consommateur d'aller vérifier quand même, d'accord? Et c'est pas très difficile. Dans le monde où on vit aujourd'hui, c'est très, très simple. Et ouais, je comprends tout à fait. Mais alors justement, du coup, en tant que consommateur, si je comprends bien, quand on va dans un restaurant, on demande, donc si c'est halal, on demande d'avoir les certificats. Mais une fois qu'on a un certificat devant les yeux, donc il y a toutes sortes de certificats à ce moment-là. Donc à part justement ces certificateurs qui sont très connus, je sais qu'il y en a d'autres qui sont tout aussi bien, mais beaucoup moins connus. Donc justement, comment on fait pour les reconnaître? Et voilà, ça, j'aimerais bien que tu puisses m'éclairer dessus. Tu as raison sur une chose. Non, tu as raison sur beaucoup de choses, excuse-moi. Je me reprends. AVS et Shahada, certificateur, c'est un vrai métier, d'accord? Et eux, ils l'ont pris comme credo. Je les connais, donc je sais de quoi je parle, d'accord? On peut ramener 1000 histoires, c'est pas le souci. Mais le fond, il est bien quand même. Donc c'est un credo, d'accord? Et ensuite, c'est un travail. Donc dans les deux, ils ont excellé, franchement, il faut dire la vérité. Aujourd'hui, le halal, sans AVS d'il y a 30 ans, je pense pas qu'il aurait existé aujourd'hui, d'accord? Surtout D'accord. maintenant. Ça a fait beaucoup de vocations. À Shahada, euh, c'est une idée sortie des mains d'AVS, d'accord? AVS n'a rien à voir là-dedans, mais le chemin qu'a fait AVS, c'est le chemin qu'a pris Shahada pour évoluer plus rapidement par rapport à AVS qui a mis 30 ans. Shahada, il en a mis 10, D'accord. hein, d'accord? Je grossis légèrement les choses, hein. Euh, le travail que nous, on a fait en Pologne, je parle d'AVS, euh, c'est un travail où on a formé beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens en Pologne et en Roumanie. Et ces gens-là, aujourd'hui, ont créé non seulement leur certification, mais maintenant, ils sont propriétaires d'abattoirs en Pologne. Ah, ok. Donc, c'est un travail énorme qui a été fait. C'est, c'est vraiment un travail de petites mains, d'accord, qu'on ne voit pas, mais c'est un vrai travail. Et aujourd'hui, AVS travaille dans ces abattoirs-là, alors qu'à la base, c'était des employés d'AVS. Ils n'avaient rien à voir avec le travail du halal. Ils étaient très loin du halal. Donc, ce travail-là, il est magnifique. D'accord? Moi, je peux en citer plein. À Tesmia, depuis 2012. Ah, donc ça fait déjà ouais, Ah ça oui, fait oui. plus de 10 ans donc. Oui, oui. 13 ans, ça fait 13 ans. Je te parlerai de Amana. D'accord? Je te parlerai. Amana, c'est une certification polonaise Ok. d'un employé, ex-employé halal, on va pas dire AVS, parce que tout le monde l'employait, qui a fait une société de certification de sacrificateurs et de contrôleurs, qui a fait son argent là-dessus. C'est-à-dire, il payait les contrôleurs, il a fait sa société en Pologne, développé ça. Il a fait une fortune, franchement, ça a très très bien travaillé. Il avait plus de 70 contrôleurs et sacrificateurs à sa charge, plus qu'AVS Pologne. Ah oui, ok. Oui. Donc il gérait tout ça, il gérait les contrats, etc. etc. Et ensuite est venue la crise du Covid.
Ils ont eu une occasion d'acheter un abattoir parce que là-bas, tout se vendait. Il n'y a plus rien de marché. Le Covid, ça a été une catastrophe aussi en France. Et de là, il a monté son abattoir. Et aujourd'hui, son abattoir, elle tourne 24 heures sur 24. C'est énorme. Donc ça, c'est Amana, d'accord? Je te parlerai. D'abord, je vais te parler de certifications qui sont indépendantes, on va dire, qui ne sont pas collées à un distributeur, d'accord? Ok. Donc il y avait Amana, tu avais aussi El Hikma, d'accord? Tu avais encore. Enfin, t'en as beaucoup, t'en as beaucoup. Si tu veux que, après, je te donnerai une liste et avec l'historique. Comme ça, les gens, que les gens sachent ce qu'il en est. Et pour les autres, tu as d'autres certificateurs, mais les certificateurs, c'est des autocertifs. On appelait ça des autocertifs. C'est des distributeurs qui créent leur propre certification. Donc là, ça porte à caution des fois, parce que c'est pas bien vu. Ceux qui sont sérieuses, ce que moi j'ai vu sur le terrain, et je préfère dire la vérité, il y a Haq, c'est-à-dire qu'il a complètement délaissé la partie certif à un indépendant, et il lui a dit, vas-y, fais-moi ma certif. Et je ne veux pas rentrer dedans, et je paye. Donc Haq, c'est très très sérieux. Et Donc puis, il y en a quand même, il y en il y a en a quand beaucoup. même pas Il y en mal, a hein. beaucoup, beaucoup. Il y en a quand même beaucoup. Et alors, du coup, vu qu'il y en a beaucoup, il y en a donc des bonnes et peut-être des moins bonnes. Je préfère parler des bonnes, hein. Voilà. Mais D'accord. alors, la question maintenant, c'est ça, c'est de savoir comment faire pour reconnaître les bonnes des moins bonnes quand on est devant un restaurant, dans le sens où quand tu viens dans un restaurant, c'est pour manger. Tu es là, tu vois qu'il y a une certif. T'as pas une heure pour choisir, c'est du coup tu rentres dans ce restaurant ou tu rentres pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben là, on va ouvrir un nouveau débat. En fait, la question, c'est pourquoi la certification ou les distributeurs ont été à battre en Pologne. C'est bizarre quand même. C'est loin la Pologne. Pourquoi aller en Pologne ou en Roumanie? Pourquoi? Parce Pourquoi que c'est pas justement? possible en France. Parce qu'il y a des restrictions. Pourquoi pas la Belgique? Restrictions. L'électronarcose est imposé. En Hollande, imposé. En Allemagne, imposé. En Suisse, imposé. En Italie, non. En Irlande, imposé. Mais pourtant, il y a des viandes halal qui viennent par exemple de Belgique ou d'autres pays. Mais alors ça se passe comment? Quand une viande, par exemple, parce qu'il y a de la viande halal qui vient de Belgique, enfin qui est en tout cas certifiée halal et qui vient de Belgique, est-ce qu'il y en a ou pas? Tu me poses la question? Oui, je te pose la question. Je viens de te dire que l'électronarcose est imposé. Voilà, mais oui, mais pourtant, il y a C'est des une fois loi des viandes. européenne. C'est une loi européenne. D'accord. C'est pas moi qui l'ai inventé. Mais est-ce qu'il existe des viandes qui sont par exemple vendues dans des boucheries qui vient par exemple de Belgique, mais qui est dit une viande halal? Est-ce qu'il y a des gens qui vendent de la viande halal qui vient par exemple de Belgique ou d'ailleurs, où justement ils disent cette viande est halal? Est-ce qu'il y en a ou pas sur le marché? Que des gens le disent Oui, ou c'est ça. C'est-à-dire qu'ils disent voilà, ma viande elle est halal et bien elle vient de sûr, Belgique. bien sûr, D'accord. bien sûr. Parce que là, par exemple, moi, tu m'apprends quelque chose. C'est-à-dire que moi, demain, on me dit tiens, ma viande, je sais pas, je vais dans une boucherie, on me dit bah mon poulet il vient de Belgique. Il est halal, je vais l'acheter en me disant bon bah de toute façon il est halal. Mais en fait, toi tu es en train de me dire que si une viande vient de Belgique, c'est sûr à 100% que du coup elle est pas halal. C'est ça en fait. Exactement. D'accord. Et c'est pas moi Donc qui le ça dis, c'est c'est pas moi qui le dis, hein. C'est l'Union européenne. C'est pas moi d'accord. qui le dis. Maintenant, si le boucher ou le distributeur, boucher peut-être qu'il n'est pas au courant, hein, d'accord? Parce que le boucher, il est dans sa boucherie toute la journée, il essaie de gagner son argent, il n'est pas dans les bouquins ou il n'est pas dans les sites internet, d'accord? Mais les distributeurs le savent très bien. Et ils mentent, d'accord? Je parle des distributeurs belges qui diront que c'est halal. Je ne dis pas que tous les distributeurs sont des menteurs, Bien sûr. d'accord? Donc maintenant, il faut que la conscience du consommateur, on en revient au premier débat, eh ben, qu'elle s'ouvre. Les musulmans ou la communauté musulmane d'aujourd'hui, c'est pas celle de nos parents des années 70. D'accord? On est intelligent, on a des ingénieurs, on a des 4 sup. C'est des gens qui achètent des Ferrari, c'est des gens qui savent s'entourer, qui savent goûter à la vie. Mais sachez que l'alimentaire, c'est très important pour votre santé. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je te parlais de spirituel. Il faut absolument que les consciences s'ouvrent et qu'on fasse cette recherche qui n'est pas compliquée. C'est pas compliqué. Tu tapes dans ChatGPT Halal Belgique,
il va te mettre un smiley avec un sourire. Si j'ai bien compris, pour déjà, en tout cas, faire le tri quand on a besoin de se renseigner sur le halal, c'est de vérifier déjà dans un premier temps la provenance de la viande. Ça permet déjà d'éliminer, Tu as si j'ai fait, bien t'as fait compris. la moitié du chemin. D'accord. Et je vais te dire, Ça, par exemple, moi, je- je ne le savais pas. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas. et je vais te dire autre chose. La plupart des ventes qu'on voit aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails, franchement, ça ne sert à rien. Mais plus le prix du poulet baisse dans un magasin, et plus il faut se poser des questions. Parce que le prix a tendance à monter et va encore monter. D'accord? On est complètement à l'opposé de la tendance. Moi, si tu me dis que ta cuisse de poulet, elle était à 3 euros il y a 2 mois et tu l'as fait à 1 euro, c'est plus des questions que je vais me poser. Je ne vais plus venir chez toi. D'accord. D'accord? Parce que le halal, ça coûte. Ça coûte très cher. C'est pas le halal qui coûte cher, hein. En fait, le halal, c'est devenu une marque, comme Adidas, comme Takini, comme, je te dis n'importe quoi, LVMH, d'accord? Cette marque-là, elle a un coût. Hein, mais le produit, c'est le même. Donc, les distributeurs se permettent d'acheter ou de vendre plus cher le halal, le faux halal, le pseudo-halal, à des gens, alors qu'en vérité, il ne coûte rien. C'est de l'électronarcose, c'est des chaînes à 16 000 à l'heure, 10 000 à l'heure, tout simplement. Et ça va très très vite. Voilà. D'accord. Ok, donc en gros, voilà, c'est ça, c'est vraiment vérifier la provenance et aussi, comme tu dis, un prix qui est très bas, normalement, est censé aussi un petit peu alerter. Oui. Euh, Par exemple, là, je te donne un scoop. La viande de bœuf est très 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 chère. Mais vraiment, c'est très très cher. On est aux alentours là maintenant des 12 euros. D'accord? Pour un morceau de viande qui faisait 7 euros. D'accord? On est en train de se poser des questions. Comment fabriquer des steaks? Donc, toutes les entreprises qui ont du steak, ils se posent la question aujourd'hui. C'est très compliqué pour eux. D'accord? Et t'as des pays où le bœuf est tué au pétard. D'accord? C'est imposé par l'État. Je vais te donner un pays tout bête, l'Irlande. La plupart des bêtes qui viennent en France aujourd'hui, ou des steaks, de meilleure qualité, hein, c'est l'Irlande. Il y a un d'accord. souci. Il y a un gros souci. Comment tu fais? Il est clair qu'il y a des dérogations qui sont données, ponctuelles, par l'État. Mais la loi en Irlande, elle est drastique. Tu ne peux plus abattre de bœuf sacrifié rituellement, manuellement. D'accord. C'est plus Donc si possible. ça vient de ce pays-là, on sait tout de suite, de toute façon, que. Je ne dis D'accord. pas qu'il faut pas. Je dis qu'il faut poser la question. Poser la question. Et justement, alors j'aurais une autre question à ce niveau-là. Donc là, j'ai bien compris comment ce qu'il faut poser comme question et comment il faut s'informer en France. Moi, par exemple, quand je vais dans un pays musulman, je suis tranquille, je pose aucune question, que je sois au Maroc, en Algérie, en Turquie, à Dubaï, en Malaisie, des pays musulmans. Je me dis de toute façon là-bas, je suis tranquille, c'est halal, j'ai pas besoin de vérifier. Est-ce que c'est bien le cas dans tous les pays musulmans ou il y a certains pays où il faut vérifier comment ça se passe Alors, je vais répondre par une pirouette. Un pays musulman, c'est un pays musulman, d'accord? C'est toi qui m'as posé la question. Si on dit que c'est halal, la responsabilité, elle est. pour la personne qui le dit? Donc le pays qui le dit aussi. C'est ma pirouette. D'accord. Alors justement, tu parlais du prix de la viande halal qui a un certain prix justement. Mais alors moi, je me pose une question. Quand tu es un restaurateur qui a du mal à joindre les deux bouts, et il y en a énormément en ce moment, vu la crise, effectivement, pour un restaurateur de bien gagner sa vie, c'est très compliqué. Quand tu es un restaurateur et qui veut faire du halal et qui veut par exemple avoir une certification, quand on voit ce que ça coûte d'avoir une certification, comment, en tant que restaurateur, tu arrives à t'en sortir? C'est compliqué. Tu as deux solutions où tu fermes. D'accord? Et c'est ce qui se passe en ce moment. Beaucoup de boutiques ferment. Des franchises aussi, des franchisés ferment. Deuxième solution, retrousser ses manches, prendre ses valises et aller chercher sa viande. C'est ce que certains font avec moi. C'est de là que je te parlais de sourcing. Moi, je leur donne accès aux abattoirs, même avec un petit tonnage. On fait ça avec des franchisés,
des petits et des gros. Et ça marche, Donc ça veut dire qu'ils peuvent venir chercher directement bien sûr. leur viande. Ils enlèvent tous les intermédiaires et en plus on leur assure un strict halal, c'est-à-dire le halal manuel, Et ils ont donc un certificat. bien sûr. D'accord. Et ils sont là et ils peuvent assister à toutes les productions. Il n'y a aucun souci. Ça sera lui le certificateur de son magasin. J'ai compris. C'est la solution aujourd'hui parce que c'est vrai que d'avoir un certificat dans certaines maisons de certificateurs, ça coûte quand même un prix. Et c'est vrai que je pense que tout le monde n'a pas le luxe de pouvoir Mais, se mais, payer ça. mais je pense, comme pour une voiture, on achète une assurance, le prix de la certification, elle n'est pas énorme. Et ça vaut le coup. D'accord. Parce que le travail qu'ils font, il est énorme. Mais vous vous en rendez pas compte. Sincèrement, il est énorme. C'est des gens qui partent de chez eux le dimanche, qui reviennent le samedi, qui sont toute la journée en abattoir, toute la journée en usine, toute la journée à travailler, qui gagnent pas des milliers et des cents. Tout ça pour la communauté. Donc ça aussi, ça a un respect et ça a une valeur. Donc il ne faut pas dénigrer ces choses-là. C'est vrai que pour un restaurateur, lui, ce qu'il va voir, c'est son bénéfice à la fin du mois. S'il ne gagne pas d'argent, pour lui, il n'y a aucun intérêt. Mais c'est le contexte économique qui dit ça. Mais si on était dans un contexte où tout va bien et puis c'est top, on n'en parlerait même pas. Tu veux certifier, vas-y, je te donne ton argent et laisse-moi tranquille. Ce que je te demande ça, c'est parce qu'il y a des restaurateurs qui ont vraiment toute la volonté du monde, qui veulent bien faire leur travail, C'est qui vrai, sont dans la religion, c'est vrai. qui disent moi j'ai envie de donner de la viande halal à mes clients, Mhm. mais malheureusement voilà, qui n'ont pas les moyens. Alors c'est vrai qu'en plus, il y en a qui cherchent aussi le prix pour essayer C'est normal. d'avoir un Ouais. bénéfice à la fin du mois. Et voilà, donc c'est vrai que c'est assez difficile des fois pour certains restaurateurs de s'y retrouver. Mais j'ai bien compris ce que tu me dis et tu as complètement raison. Lorsqu'on a un abattoir et que c'est un abattage de masse, d'accord, même si tout est respecté, le fait que ce soit fait en masse, à répétition toute la journée, qu'un sacrificateur sacrifie donc des animaux, est-ce qu'on peut considérer que c'est toujours halal, le fait que ce soit fait à répétition, à la chaîne toute la journée? Alors, comme je te disais tout à l'heure, c'est une très 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 bonne question. Il y a des études qui ont été faites. C'est vraiment sérieux, hein. Vraiment, le monde du halal, c'est très très sérieux. Et c'est des vraies études qui ont été faites. Donc, il y a une cadence qui est imposée. D'accord? C'est pour ça que je t'ai dit, c'est très difficile pour les usines d'accepter ces normes-là. Mais quand ils acceptent, ils ont tout gagné. Au niveau business, hein, je parle. Donc, un abatteur, un sacrificateur de poulet, d'accord? C'est en général 2000, c'est 2000 poulets à l'heure. D'accord? Euh, Sachant que, on va dire que sur une chaîne, il y a 6000 poulets à l'heure. C'est des chaînes qu'on règle. Donc, on peut en mettre 8000, 9000, 10 000, 30 000, on met ce qu'on veut. Donc, pour par exemple une chaîne de 6000 à l'heure, on va mettre 3 abatteurs, 3 sacrificateurs. Là-dessus, il y a 2 problèmes qui se posent. Le turnover, parce qu'on fatigue vite, très très vite. Le poulet, il fait chaud, il y a du sang, des plumes, bon bref, c'est ingérable. Il y a un turnover de 1h30 maximum. D'accord? Et la prononciation de la basmala, qui est obligatoire en islam pour rendre la bête licite. On revient à ce qu'on avait dit. Donc, il y a 4 écoles. Le fait de l'oublier volontairement, de ne pas la dire volontairement. Tu veux pas la dire. Ta bête, elle est haram. Tu peux la sacrifier pendant 15 ans, ça sera haram. D'accord? D'accord. Donc ça, on la met de côté. Si tu l'oublies parce que tu n'es pas concentré, il y a certaines écoles qui, c'est pas grave. D'accord? Pour ça, c'est pas grave. Ça passe. C'est involontaire, quoi. C'est involontaire. Mais nous, on reste sur il faut le faire. C'est obligatoire. D'accord? Et on avait mis, et c'est vraiment la vérité, hein, on avait mis des gens qui restaient à côté et qui lui disaient réveille-toi, oublie pas. Oui, oui, c'est bon. Bismillah, bismillah, bismillah. Ça va très très vite, d'accord? Donc voilà, donc il y a ou le turnover ou la prononciation de la basmala. Sache que pour l'industrie de masse, on travaille déjà dans l'industrie de masse. On travaille déjà. Une très très grosse boîte en Pologne faisait, je sais plus, je vais te dire n'importe quoi, du 10 000 à l'heure, du 15 000 à l'heure.
Et quand nous, on est venu, on a baissé la chaîne à, je sais plus moi, 8000, d'accord? Et on faisait un turnover, de faire 1 heure et demie, on le faisait 1 heure, parce que ça allait très vite, parce que la chaîne était trop petite, parce qu'il y a des chaînes super longues, donc on a le temps de poser des gens, etc., etc. Des chaînes qui sont très petites, restreintes, et là, il faut aller très très vite, donc la cadence est un peu plus accélérée, mais c'est la même chose, hein. Mais ça va vraiment plus vite, t'as pas de place, donc voilà. Pour ces choses-là, on s'adapte. Vraiment, on s'adapte et on a les compétences pour le faire. On D'accord. a les gens pour le faire et c'est posé depuis plus de 15 ans. D'accord? C'est pas hier, on s'est réveillé, on a dit on va le faire. Non, non, ça y est, c'est. Très bien. Voilà. Et Adèle, si tu avais un message justement à faire passer aux consommateurs et aux restaurateurs musulmans qui nous regardent, ce serait lequel? Il serait simple, ça serait réveillez-vous, Tout simplement. tout simplement. Eh ben, écoute, merci beaucoup Adèle. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé justement ce podcast. J'espère que vous en avez appris beaucoup. En tout cas, pour ma part, j'en ai énormément appris. Donc vraiment, merci à toi Adèle. Et puis, en tout cas, je pense que ce serait bien peut-être même d'aller plus loin. Et pourquoi pas faire une vidéo dans un laboratoire pour voir exactement comment ça se passe. Et donc ça, franchement, ça pourrait être intéressant. Avec plaisir, tu viens quand tu veux, tu es invité. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Et si justement vous avez d'autres questions, eh ben, n'hésitez pas. Et puis s'il faudrait peut-être, pourquoi pas, même refaire un podcast pour répondre à Pas des de souci. questions supplémentaires, ce sera en tout cas avec grand plaisir. En tout cas, voilà, merci encore d'avoir regardé ce podcast et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup en tout cas à toi. Merci Adèle. à toi. Merci. Salam.